Je m'appelle Rémi Perroni, je suis présent aussi sur le stand de l'espace Startup là-bas, donc n'hésitez pas surtout à venir nous voir après la présentation. Tous ces slides-là sont évidemment publics. On a pas mal de documents techniques autres que celui-là public, donc n'hésitez pas aussi à avoir enfin, si vous voulez des compléments, on peut en fournir. J'assistais notamment ce matin à la réception d'un ouvrage important sur le confort, enfin du commissioning d'une de nos grosses installations de cet été, sans système. Tout n'est pas public, mais parce que c'est pas notre document, mais c'est document, mais il y a une bonne partie en extrait qui est aussi diffusable. Donc je serais ravi de vous les diffuser si ça vous intéresse. Je passerai rapidement sur le contexte. Je pense que vous êtes tous sensibilisés au fait qu'il fait chaud aujourd'hui, qu'il fera chaud demain. Ce n'est pas vraiment une nouveauté. Ce qui est intéressant de noter, c'est deux tendances en plus de celle climatique, c'est la sociétale et la réglementaire. Sociétalement parlant, personne n'aime la clim. On aime tous le confort que ça amène, mais l'objet climatisation est peu apprécié, y compris par les installateurs. Pour autant, on est bien content du frais quand on en a besoin. Mais ça se traduit par une culpabilité souvent à l'usage de la climatisation qui se mesure. Et le second, c'est le réglementaire que là aussi, je pense que vous connaissez bien, à la fois la F-Gaz, RE2020, degrés tertiaires. L'espace libre de la clim se durcit d'année en année. Notre proposition de valeur, elle est assez simple. En tout cas, on l'espère simple. Pour un néophyte, on fait de la clim sans la clim. Pour un spécialiste, on fait de l'adiabatique indirect à point de rosée. Donc notre métier, c'est faire du froid à pas cher en carbone et en énergie. On utilise un principe adiabatique, on fait du froid en évaporant de l'eau. Ça, c'est vieux comme le monde, la tour iranienne, votre propre corps, le linge mouillé sur le ventilateur, ce qu'on appelle un diabatique direct. Nous, on fait de l'adiabatique indirect à point de rosée. Donc on fait la même chose en allant beaucoup plus bas en température sans augmenter l'humidité. La subtilité est juste là. On exploite un principe physique qui est vu comme le monde, l'évaporation. On va plus bas en température sans augmenter l'humidité. Donc on est une société CNRS, on a un certain nombre de brevets. Je me suis pris les pieds, ça c'est mon slide suivant, je suis désolé. Enfin, en tout cas, la proposition de valeur, elle est simple. Donc on fait du froid à pas cher, adiabatique indirect, la clim sans la clim. En vulgarisant, souvent ce qu'on garantit, c'est le respect de la RE2020, y compris dans des bâtiments en mauvais état en rénovation. Et le cas le bureau à Valence de 100 systèmes des années 70, le bureau des années 70 à Valence, c'est ça en fait. On montre qu'on garantit la RE2020 dans un bâtiment qui est hautement inconfortable sans le système. On a un bilan carbone qui est assez réduit. C'est très simple de faire mieux que la clim. Donc, c'est juste, on n'a pas de fluide frigorigène, on n'a pas d'objet qui est fabriqué à l'autre bout du monde. Tous nos systèmes sont fabriqués à partir de cellulose et de PETG. Donc, c'est du plastique recyclé et du bois. C'est du bois très particulier, certes, mais ça reste du bois. On divise la facture par un facteur 3 à 5. Le 3 à 5, il dépend de beaucoup de choses. Je pourrais y revenir si vous voulez. Et on n'a pas de bloc froid à l'extérieur ni de rejet de chaleur à l'extérieur. L'absence de rejet à l'extérieur, ça plaît pas mal aux clients publics généralement. La question, c'est comment ça marche. Donc, on est une spin-off CNRS. Notre premier métier, c'est la compréhension des phénomènes capillaires, en tout cas des phénomènes d'évaporation dans des structures capillaires soumises à encrassement. Pour faire très simple, on évapore de l'eau, on le fait juste très bien. Et notre métier, c'est la conception et la fabrication d'un évapo-échangeur. C'est un millefeuille qui est fait à partir de PETG et de cellulose. On a 8 brevets actuellement, on en développe pas mal sur des brevets d'architecture, maintenant de plus en plus de soft et de régulation. On n'est pas les seuls à faire ça au monde. Il y a des acteurs australiens qui le font très bien, s'il est international, sur des grosses structures, des gros bâtiments. Des acteurs chinois qui disent le faire. On ne l'a pas encore audité, mais en tout cas, il y a des annonces qui ont été faites en Chine. On n'a pas de concurrence pour l'instant européenne. On aimerait bien en avoir. Ça arrivera d'ici quelques années. Vous verrez d'autres sociétés qui utilisent ce principe-là. Ça viendra. On a juste un peu d'avance. Je vous présente deux Retex. Donc ça, c'est le bâtiment dont je parlais tout à l'heure. C'est Valence Rome Habitat. C'est un bailleur social avec qui on bosse depuis 2021. Et la première fois qu'on a discuté avec eux, c'était leur responsable énergie qui nous dit: moi, j'ai un énorme problème. Il fait 33 degrés dans tous mes bureaux et j'ai un plan de sobriété. Mon directeur général veut la clim. Je lui dis non. Ça fait des années qu'on se bat. Il me faut une solution. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Et le second, c'est un c'est un projet d'envergure un peu plus petite. C'est une quinzaine de systèmes sur Grenoble-Alpes Métropole. Mais c'est intéressant parce qu'on a des mesures chouettes.
Ça, c'est un rétex canicule en août ou 2025. Je lisais ce matin que le mois d'août 2025 était le troisième mois d'août le plus chaud au monde. Ça, c'est une des annonces récurrentes désormais. Mais en tout cas, il a fait chaud début août dans le sud. Et ce qu'on montre, en fait, c'est ce qu'on a utilisé là, c'est juste de la mesure avec un bureau témoin, un bureau équipé. Donc, ce que vous voyez, c'est du confort adaptatif. Donc, c'est le confort RE 2020. D'un côté, on a un bureau équipé, de l'autre côté, on a un bureau non équipé. C'est des bureaux de même taille, hein. Même pour être précis, la métropole de Grenoble, le bureau qui est équipé, il est plus grand que le bureau non équipé. Mais peu importe. Ce qu'on montre, en fait, c'est la proposition de valeur, elle se lit là, le respect de la RE 2020 dans des bâtiments qui sont en mauvais état. C'est ça qu'on fait. Donc ça, c'est juste sur une semaine, mais une semaine de canicule assez intense dans le sud. Et ça... Ah, ok, bah, il me manque un slide. C'est pas grave. On va enchaîner directement avec la... Enfin, j'ai la même chose sur toute la saison. Donc là, ce sont des extracts, ce ne sont pas le slide global. Mais ce qu'on montre en moyenne, c'est la même idée. C'est-à-dire que sur toute la saison, en fait, on respecte aussi le RE 2020 pour un coût énergétique très faible, entre 30 et 40 watts suivant les systèmes. Deux slides un poil plus techniques, c'est sur cette notion d'ER et de température de soufflage. Nous restons un système indirect, semi-passif. Concrètement, nous ne pouvons pas descendre sous une température qui s'appelle la température de Rosé. La température de soufflage est le corollaire des conditions, notamment le poids d'eau dans l'eau, l'humidité absolue dans l'air extérieur. Donc concrètement, on ne sait pas souffler un air à 14 degrés tout l'été. C'est pas vrai. Là, on souffle un air en moyenne à 16 degrés. Ça suffit dans la plupart des cas, hein. Par contre, souvent on me dit oui, mais le jour où il fait très humide, en Guadeloupe, ça marche pas. C'est vrai. Et typiquement, les jours où on est mauvais, on souffle à 21. Ça, j'ai pas la slide ici, mais c'est typiquement le 15 août. Il y a eu un orage, il fait 30 degrés, et, il y a une humidité qui est très importante dans l'air. Ce jour-là, on n'est pas bon. On n'est pas bon, on va souffler à 21 degrés. Pour autant, avec un petit peu de soft et de monitoring et de forecasting météo, c'est relativement simple de jouer avec l'inertie du bâtiment et de respecter la RE 2020. Voilà. Et le dernier slide, c'est cette notion d'ER. Alors, pour les puristes, c'est un ER moyen. Donc, c'est pas un SER, c'est un ER moyen. On n'aime pas le calcul du SER parce qu'il est beaucoup trop favorable et pas forcément très scientifique. Mais en tout cas, c'est un ER instantané moyenné. Donc grosso modo, en moyenne sur toute l'année, on a un ER de 17. Il y a des jours où on est très bon, on a un ER de 30. Il y a des jours, justement au 15 août, où c'est très humide, on a un ER qui est très mauvais, un ER qui descend à 7. Ça reste 2 fois meilleur que la meilleure des pompes à chaleur, dans la meilleure des conditions pour une pompe à chaleur. Mais notre métier, c'est vraiment ça, faire du froid à pas cher, en carbone et en énergie. J'ai fait les comptes la semaine dernière, on a plus de 100 000 heures de fonctionnement terrain maintenant, on vend depuis 3 ans, principalement auprès de structures publiques, parapubliques, des gens qui ont un plan de sobriété, un parc important et qui ne veulent pas la climatisation. Ça, c'est notre premier axe de développement. C'est là où on voit en tout cas, on a une proposition de valeur qui fait plutôt sens. Mais voilà. Donc, je serais ravi de répondre à vos questions techniques si vous le souhaitez, et puis approfondir si vous avez d'autres questions. Je vous remercie. Est-ce que vous avez une idée de la consommation d'eau? Oui, très bonne remarque. Alors souvent je dis entre 1 et 2 mètres cubes. Et ce matin, l'audit, le rapport de commissioning VRH était plutôt entre 0,6 et 0,8 mètres cubes sur la saison. Mais une machine consomme dans la situation de grosse canicule, une utilisation H24 tout l'été, pendant 4 mois, c'est 1 mètre cube, entre 1 et 2 mètres cubes. Oui, bonjour. Est-ce que vous prévoyez de déployer, de concevoir des machines de plus grosse taille pour plus que des bureaux en fait? Oui, en fait on le fait déjà. On met déjà des machines sur le terrain en test. On a des systèmes qu'on appelle gainés, intégrés, intégrables, en amont, aval de CTA, en décentralisé, en stand-alone.
C'est hyper frustrant. Je vais être transparent, c'est hyper frustrant parce qu'elle marche. On a des résultats qui sont sans ça sur ces machines-là. On n'a pas le cash pour les développer, pour finaliser le développement. Donc aujourd'hui, on se concentre sur Kaeli One, qui est notre premier produit. Mais effectivement, dans la roadmap, on a pas mal de choses prévues. On a des super tests en cours avec pas mal d'énergéticiens et des maîtres d'ouvrage qui valident pas mal de choses. Mais en fait, ça demande pas mal de millions. Et pour l'instant, on le met en stand-by. Donc on en a, on sait le faire, on ne sait pas les vendre. Voilà. Malheureusement. Ok, merci. On reste un système qui brasse de l'air. Donc la première chose, c'est que vous avez un encrassement naturel. Donc ce qu'on préconise, c'est une maintenance, un contrôle visuel annuel. Concrètement, si dans un environnement très sale et beaucoup de pollen, c'est d'aspirer à la limite l'intérieur du système. On le préconise, mais finalement, les installateurs ne le font pas, les clients ne le font pas. Ça a pas vraiment d'impact pour l'instant. Par contre, on a un système qui évapore de l'eau. En évaporant l'eau, on laisse du calcaire. Ça tombe bien, c'est notre premier métier, c'est de comprendre ces phénomènes d'encrassement et d'évaporation en même temps. Donc concrètement, on est capable de déposer des grandes quantités de calcaire dans des structures capillaires sans gêner le transfert thermique. Arrive un moment où ça ne marche plus. À partir de 90% d'encrassement, on commence à avoir des pertes de performance thermique. Ce qui veut dire qu'on a 90% de potentiel d'encrassement avant d'avoir une incidence. Donc ce qu'on recommande, en fonction des situations, c'est un changement de 4 stacks. C'est les blocs que vous voyez ici. En fait, c'est ce qu'on appelle un stack, c'est un évapo-échangeur. C'est un millefeuille, c'est l'équivalent d'un filtre. Et ça se change en moins de 10 minutes sur un système par un installateur ou un utilisateur. Et tous les 3 à 5 ans, on vous propose de remplacer ces stacks-là. Vous ne les jetez pas, vous les mettez dans le carton dans lequel les stacks sont arrivés. Nous, on le récupère et on le nettoie, on le remet dans le service. Donc l'entretien principal, c'est du remplacement de stacks tous les 3 à 5 ans. C'est à peu près 200 euros. 200 euros tous les 250 euros tous les 3 à 5 ans. Bonjour. J'aurais aimé connaître vos retours sur les problématiques légionnelles. Alors c'est une question très française, mais je réponds. La première, c'est la ICP 2792 qui exclut l'adiabatique par ruissellement du risque légionnel. Ça, c'est la loi qui dit ça. Et la réalité des choses, c'est que en fait, on reste un système indirect. Donc, il n'y a aucun atome qui soufflait dans l'air qui touche un atome d'eau. C'est pas possible. Et moi, j'aime bien prendre un exemple. On a fait un EHPAD il y a 2 ans à Grenoble, qui est notoirement connu pour être bourré de légionnelle. Il y a des fils de légionnelle partout sur les pommeaux de douche, sur les systèmes d'eau, et on n'a aucun retour négatif sur le sujet. Donc, en fait, on respecte les directives sur le sujet et on montre qu'il n'y a pas d'enjeu. Pour autant, c'est effectivement une question qui revient souvent. Donc il est difficile de montrer qu'on fait mieux que ce qui est demandé. Mais ce que j'aime bien répondre, c'est que finalement, même dans des situations qui sont sévères pour les publics fragiles, dans des endroits où il y a des légionnelles, on n'a pas de retour. Merci. J'aimerais savoir la qualité. Enfin, est-ce que c'est compatible avec une récupération d'eau pluviale ou on a besoin d'une qualité d'eau potable? En fait, le taux la fréquence de remplacement de vos stacks, de vos évapo-échangeurs, est directement liée à la dureté de l'eau. Plus l'eau est dure, plus vous allez changer votre stack fréquemment. Mettons dans le pire des cas, c'est Grenoble. Hein. C'est l'un des cas où il fait très très chaud, l'eau est très très dure. On préconise des remplacements au bout de 3 ans. Dans le cas où on a l'accès à de l'eau potable, tant mieux. En fait, c'est une eau qui est très peu dure. On essaye de ne pas avoir des têtards dans l'appareil ou des algues. Mais en fait, on aime bien les cas avec de la récupération d'eau de pluie. On n'en fait pas beaucoup, mais c'est des cas qui sont intéressants. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur vos règles de calpinage. Quelle préconisation faites-vous? Quelle surface on peut traiter Ouais, avec pareil? Alors je vais faire attention parce que c'est une salle qui est bureau de BE, donc si je donne une approximation, on va me dire il est nul. La réponse, c'est la vôtre. Hein. C'est votre métier de BE de dire il en faut un tous les 5 ou les 50 mètres carrés. Donc ça, c'est la réponse. Et la réponse rapide, c'est tous les 20 à 30 mètres carrés. Et quel est le coût associé d'un appareil?
Là aussi, alors nous, on ne fait jamais de pause. On a un réseau d'installateurs qu'on développe, mais maintenant on est présent dans 100% des métropoles françaises désormais. La réponse rapide, là aussi, c'est entre 3 500 et 4 000 euros fournis, posés, mis en service pour le prix client.